Vous avez vu que j'ai marqué l'AES reste maître du jeu. L'AES reste maître du jeu. De quel jeu est-ce que je parle? Beaucoup devraient se poser cette question. Comment est-ce que l'AES peut être et demeurer maître du jeu? Wow, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais vous aurez, Inch'Allah, toutes les réponses par rapport à ces questions que chacun peut se poser à son niveau. Alors, je commence en disant ceci rapidement. Wow. J'invite ceux qui ne sont pas aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Europe, en Asie, en Chine ou en Russie, parce qu'on a vu qu'il y a des Maliens qui sont établis en Chine. Le président Assimi Goïta a eu une rencontre avec les Maliens établis en Chine. Donc il y a des Maliens en Chine, il y a des Maliens en Russie. Je vais inviter chacun de vous, chacun de nous, à suivre un peu la campagne présidentielle aux États-Unis. En ce qui me concerne, c'est fondamental. Comparaison n'est pas raison. C'est une certitude. Mais comparaison n'est pas raison. Pourquoi alors on essaie d'imposer un baromètre pour comparer, pour mesurer, ou même qualifier certains pays comme étant des exemples de démocratie et d'autres pays qui sont des rebelles et des réfractaires? Sur quelle base on peut qualifier un pays comme un bon exemple de démocratie s'il n'y a pas un baromètre? Alors, quel est le baromètre? Parce que vous savez, même nos politiciens, c'est pourquoi je dis, donne-moi une seconde. C'est pourquoi je dis à nos politiciens, donne-moi une seconde, c'est pourquoi je dis à nos politiciens, arrêtez de recopier bêtement ce que vous avez appris sur les bancs d'école. C'est ce que je dis à nos politiciens, je le répète une dernière fois, arrêtez de répéter bêtement comme des perroquets ce que vous avez appris sur les bancs d'école. Alors quand vous les entendez parler, vous dites, waouh, ça ce sont les bons élèves du maître. Ils ont tellement bien appris leurs leçons qu'ils le répètent bêtement comme des perroquets. J'invite l'Afrique à tourner le dos aux politiciens africains. Pas eux tous, mais ceux qui, dans nos pays, dans nos États, se réfèrent toujours aux leçons du petit maître, du petit blanc, pour juger ce qui se passe chez nous. Waouh! On va commencer au Mali, il y en a beaucoup, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms, parce que citer leur nom même, ça leur fait plaisir, je ne le ferai pas. Citer leur nom, parce que chaque marque Keïta est un label, citer le nom de quelqu'un, c'est lui donner une visibilité qu'il ne mérite même pas, donc je ne le ferai pas. Alors, je continue. Quand vous regardez dans certains pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, enfin, vous les connaissez puisque vous avez entendu pratiquement chacun parler. Vous posez la question, sur quelle base ces politiciens-là portent un jugement? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est au nom de cette démocratie que beaucoup de présidents ont été déchus, beaucoup de présidents sont morts en exil parce qu'ils étaient obligés de fuir leur pays. C'est encore de cette démocratie que beaucoup de pays africains ont connu la guerre civile. Je parle du Libéria, je parle de la Sierra Leone, je parle du génocide rwandais, je parle de tout ce que vous connaissez, y compris la Côte d'Ivoire. C'est au nom de cette démocratie. Mais je vous invite tous, si vous voulez savoir réellement
à quoi ressemble la démocratie. Si réellement, un tant soit peu, cette notion de démocratie vous intéresse, que vous voulez comprendre, je vous invite à aller suivre actuellement ce qui se passe aux États-Unis. Surtout le débat qui s'est passé hier, enfin, ça dépend des décalages horaires, entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. D'ailleurs, je suis un fervent supporter de Donald Trump, ça c'est indéniable. Pour la vérité qu'il prône et le mensonge, l'hypocrisie de la démocratie qu'il dénonce. Alors, je l'apprécie beaucoup pour cela. Mais ce n'est pas pour ça que je vous demande d'aller regarder un peu le mécanisme de fonctionnement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo, ils avaient institué quelque chose qu'on appelle le Parlement, c'est-à-dire l'agora, où les gens se retrouvent publiquement. Ça s'est passé dans, je crois, la Grèce antique. Je peux me tromper, mais je crois que c'est dans la Grèce antique que ça s'est passé, où les gens se retrouvaient, quelqu'un vient, et puis il parle. C'est en cela même que la notion de la philosophie a été développée. Parce que les gens prenaient des sujets tabous, des sujets de la métaphysique, la spiritualité, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse. Les gens développaient tous ces trucs-là dans l'agora, et bien, et puis ils parlent publiquement, les gens posent des questions. C'est de là même qu'est parti le principe même de la démocratie. La liberté de parler la parole au peuple. Pourquoi je vous dis d'aller suivre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? On peut ne pas aimer les États-Unis. Je suis un premier supporter pour dire que les Américains sont des idiots par moment, mais pas eux tous. Mais le système de fonctionnement des États-Unis, le système sur lequel repose le principe de la démocratie, même si c'est biaisé par moment, mais vous allez voir que les gens se battent pour que cela soit une réalité. Allez suivre ce qui se passe. Imaginez un Donald Trump opposé à Alassane Ouattara comme Kamala Harris. Regardez, vous allez être surpris de ce qui se passe. Alors, quand vous regardez le niveau du débat idéologique là-bas, le concept même de la liberté, le droit fondamental de chacun, quand vous regardez là-bas, et puis vous venez chez nous, on vous parle de démocratie, et puis vous dites, c'est pas là, ah non, 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 tu peux pas comparer, non, 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 on peut pas les comparer, eux, ça fait 200 ans, 300 ans de démocratie, nous, ça va. Alors, si on ne doit pas comparer, pourquoi vous vous comparez à eux? Pourquoi vous voulez faire comme eux? Alors, pourquoi vous voulez amener l'homosexualité chez nous? Vous dites, ils sont à 400 ans, 300 ans de démocratie. Mais pourquoi vous voulez importer quelque chose que eux ont plus 300, 400 ans à bâtir? Ils n'ont même pas fini de bâtir. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en ce moment en France. Deuxième élément de réflexion, la France. Regardez, contre toute morale, je répète, contre toute morale démocratique. Voilà un président pervers, vomi par son peuple, craché par son peuple, détesté par son peuple. Son arrogance, son ignorance, son incapacité, sa bêtise humaine Emmanuel Macron, qui refuse de respecter la volonté du peuple, qui choisit un premier ministre d'un parti minoritaire qui n'a rien gagné. Alors que l'objectif de cette élection anticipée, c'est parce qu'il a subi un échec aux législatives européennes. Donc, il voulait se rattraper, croyant que les Français, puisqu'ils voulaient tester l'amour des Français, les Français l'ont vomi. Il a utilisé les Jeux Olympiques pour demander pardon de ce soir à toute activité politique pendant les Jeux Olympiques. Ce que les partis politiques ont fait. Maintenant, ils proposent leur candidat, ils refusent, et lui-même, il choisit son candidat. Alors que, en réalité, quand vous regardez, il y a deux notions qu'il faut retenir dans ce qui s'est passé en France. Normalement, dans un état de droit, je répète,
dans un état de droit, où la démocratie est respectée, où la parole est donnée à la démocratie, alors je vais vous amener à un niveau beaucoup plus élevé. Beaucoup de gens vous parlent de démocratie, mais ce que je vais développer ici, c'est même pas certain que dans les amphithéâtres, dans les universités, qu'on vous dise ça. Alors, souffrez que j'arrache la palme à ceux qui se disent professeurs d'université. Je ne suis pas professeur d'université, mais je suis en mesure d'enseigner dans les universités. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Je ne suis pas professeur titulaire, docteur en quoi que ce soit, pour prétendre être maître ou maître assistant ou maître à l'université, mais je pense et j'estime que j'ai suffisamment ici, même pour me comparer à ceux qui se disent professeurs d'université, et mener des débats au même titre qu'eux, et être certain qu'ils ne peuvent même pas me damer le pion. Pas eux tous, mais beaucoup en tout cas. Donc ce que je vais vous dire tout à l'heure sur la démocratie, on ne vous enseigne même pas cela à l'université. Le concept de la démocratie obéit à deux entités, deux éléments. D'abord, l'élément juridique qui repose sur la Constitution et l'élément légitime qui repose sur la souveraineté du peuple. Est-ce qu'on vous enseigne ça à l'université? Ceux qui se disent professeurs de droit, je vous en prie, venez prouver que ce que je dis est faux. Je répète. La notion de la démocratie est une notion beaucoup trop vague. Une partie repose sur la Constitution, une autre partie repose sur ce que j'appelle le droit légitime et souverain du peuple. D'ailleurs, c'est en cela que le peuple s'exprime. Mais il faut des bases juridiques à la Constitution, des bases juridiques pour que la démocratie puisse avoir un sens. C'est en cela que vous avez les institutions, la présidence, la primature, enfin toutes les institutions que vous connaissez, qui sont définies dans la Constitution et qui s'appuient aussi sur le principe de la démocratie. Alors Emmanuel Macron s'est appuyé sur un élément de la démocratie. Les opposants à Emmanuel Macron s'appuient eux à leur tour sur un autre élément. Macron s'est appuyé sur la Constitution. Parce que sur le plan constitutionnel, Macron n'a pas violé la Constitution en nommant un Premier ministre qui n'est pas du rang de l'opposition. Mais l'opposition, elle, s'appuie sur ce que j'appelle la légitimité souveraine du peuple. Le peuple a parlé, le président doit écouter la voix du peuple. C'est le sens premier de la démocratie. Mais Macron a préféré se réfugier derrière le concept flou et juridique de la Constitution pour prendre une décision. Est-ce que c'est une décision qui est anticonstitutionnelle? Pas du tout. Est-ce qu'il a violé la Constitution? Pas du tout. Est-ce qu'il a respecté la Constitution? Oui. Mais il n'a pas respecté la légitimité souveraine du peuple qui est manifestable et manifestée dans la démocratie. Il n'a pas fait ça. Qu'un seul professeur d'université vient dire que ce que je suis en train de dire est faux. Si vous connaissez des professeurs, je vous en prie, prenez cette partie, allez leur montrer, de prouver que ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de vérité dedans. Et je suis prêt à rencontrer ce professeur d'université s'il est capable de tenir un débat sur ce sujet-là. C'est le babouab de Dieu qui est assis là, c'est Dieu donné, c'est pas quelqu'un. C'est la force tranquille de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Alors donc, parce que ça, là, on n'apprend pas à l'université. Hein. Alors, voilà ce principe flou, et c'est sur cette base, généralement, que beaucoup de nos dirigeants commettent l'irréparable, commettent des bêtises. Allez regarder comment la démocratie est manifestée aux États-Unis, et venez regarder chez nous. Eux-mêmes qui se lèvent pour dire, puisque vous avez pris le pouvoir par les armes, vous n'êtes pas démocratique. On ne peut pas travailler avec vous. Mais curieusement, les Américains ont compris une chose. Les Américains ont compris que s'ils veulent fermer la porte avec l'AES, ils seront les plus grands perdants.
Parce que l'AES, sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, l'AES aujourd'hui dans le monde est l'une des rares organisations qui a de la crédibilité et qui se fait respecter. Et de par sa position, l'AES aujourd'hui est comme la Turquie au sein de l'OTAN. Après mon direct, je vous invite aussi à le regarder en quoi est-ce que la Turquie est un pion essentiel à l'OTAN. Le jour que la Turquie quitte l'OTAN, c'est fini pour l'OTAN. Il n'y aura plus d'OTAN. Parce que la position géographique de la Turquie donne une position stratégique à l'OTAN pour pouvoir se déployer partout dans le monde sans problème. Voilà pourquoi la Turquie fait son malin et l'OTAN ne peut rien faire. La Turquie fait ses caprices, l'OTAN est obligé de supporter. Parce que la position géostratégique de la Turquie permet à la Turquie de sceller des alliances avec qui elle veut. C'est pourquoi la Turquie peut acheter des armes avec Poutine, avec la Chine, alors qu'il fait partie de l'OTAN en général. Tous les pays de l'OTAN n'achètent des armes qu'entre eux. Mais la Turquie achète des armes ailleurs. Ils ont parlé fatigués, mais ils ne peuvent rien faire. Parce que le jour que la Turquie claque la porte, c'est fini. Si un pays tel que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'AES, on va s'installer en Turquie, mais c'est fini pour l'OTAN. Donc, ils ne veulent jamais perdre cette position stratégique que leur donne la Turquie. L'AES aujourd'hui devient cette position dans le monde. Voilà pourquoi je dis l'AES reste et demeure incontournable et le maître du jeu. D'abord, on va développer ce que je dis sur le plan économique. Comment l'AES sur le plan économique, comment l'AES devient incontournable. Malgré l'intimidation de l'Algérie que vous avez entendue, vous avez lu le président algérien qui a dit que si ils ont mis l'armée algérienne, en alerte maximale et déployé des avions à la frontière avec le Mali. Mais le Mali n'a jamais traversé la frontière algérienne. Le Mali a toujours frappé dans la zone de Tizaouantène. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire ceci. Actuellement, vous allez écouter beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant l'arrestation d'un certain Koni Zakaria, dont je vous ai montré une intervention lors de la rébellion, où il disait que Alassane Ouattara n'avait qu'un PCF, avec un PCF, Alassane Draman Ouattara, parce que c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous habille, c'est lui qui nous entretient, c'est lui qui nous finance, tout ce que Ouattara d'ailleurs a condamné. Mais, ça c'est qu'elle était opposant, mais il n'a jamais nié. Parce qu'il avait la possibilité de blanchir son nom quand il a pris le pouvoir. Il avait la possibilité de demander à Kone Zakaria d'apporter la preuve de ce qu'il dit devant les Ivoiriens et le monde entier, ce qu'il n'a jamais fait. Au contraire. Kone Zakaria est monté en grade et aujourd'hui il est l'homme de main de ténébraillement au sein de l'armée. Kone Zakaria en réalité c'est un dozo. Un dozo où on parle de mysticisme, tout ça, c'est lui qui dit qu'il est fort. C'est lui qui était à la manœuvre avec le Burkina Faso. C'est Kone Zakaria qui était en contact avec le général Dédéré. C'est Kone Zakaria qui était en contact avec ceux qui voulaient faire un contre-coup d'État au Burkina Faso. C'est Kone Zakaria qui lui-même encore était avec ceux qui voulaient faire un contre-coup d'État à Aya Sandogo. Donc c'est Kone Zakaria, c'est l'homme de main des sales besoins d'Alassane Ouattara. Alors quand les gens sortent et puis ils parlent souvent, quand vous parlez, on va dire peut-être que vous vous montrez. Ce n'est pas que je me montre, ce n'est pas que je connais quelqu'un, mais c'est parce que je prends le temps de connaître mon sujet, de développer mon sujet, de sorte que ce que je vous donne soit vérifiable. Et que chacun, vous avez tous vu Aya Sanogo a arrêté à l'époque le contre-coup d'État des Bérets Rouges.
Ce qui a d'ailleurs valu l'arrestation d'Aya Sanogo et son incarcération jusqu'à une date récente où il a été libéré après avoir été bombardé général. Aya Sanogo, il y a eu un contre-coup d'État qui a été joué. Je n'aime pas trop en parler, mais à l'époque, j'ai été approché par un élément clé même qui a fait déjouer le contre-coup d'État. Celui même qui a mis la puce à l'oreille de Aya Sanogo. C'est quelqu'un qui m'a vu comme ça, qui m'appréciait comme ça. On allait dans le même garage. Comment on appelle ça? Ça, c'était après. Hein. Après, quand j'étais revenu, parce que quand ça s'est passé, moi, je n'étais pas au Mali. Je n'étais pas là. Moi, j'étais encore aux États-Unis, je n'étais pas là. Donc, mais c'est quand, c'est à l'époque d'Ibrahim Baka Keïta, là, que je suis arrivé. Donc, le gars, il m'a connu comme ça. Il m'a dit qu'il a fait comme beaucoup, hein, il suivait mes interventions depuis, Los Angeles. Souvent, je faisais quelques rares vidéos. Les gens me suivaient comme ça. Donc, il m'a dit qu'effectivement, il me suivait, tout ça. Et c'est à ce moment-là que l'homme, je vous dis, pour que vous compreniez bien. D'abord, comment Aya même a été choisi. Ceux même qui ont fomenté le coup, il y a un gars, le monsieur même qui était à la tête du coup même, lui-même qui devait être choisi, il ne pouvait pas parce que de par ses origines. Le monsieur avait, je crois, une origine un peu guinéenne, d'après c'est le gars lui-même hein, qui m'a parlé. Je parle de celui-même qui était à la tête même de ce truc-là. C'est là ils sont allés chercher Aya Sanogo. Et vous savez tous comment il a été, on l'a récupéré. Et puis il est venu, on l'a tous vu à l'heure comment il a réagi, tout ça au-delà. Mais celui qui m'a donné l'information, lui aussi, actuellement, il est en fonction à la police. Je ne dirai pas son nom, je me rappelle même plus de son nom. Celui qui a fait déjouer le contre-coup de Ouattara. On les a attrapés. On les a présentés à la télévision. Aya les a présentés à la télévision. Le problème de Bitogo avec Alassane Ouattara, c'est un des problèmes qu'elle a. C'est Bitogo qui était chargé, comment ils appellent ça? Mais il avait un nom bizarre, là, de ministre, là. Bitogo avec, Bassolé, le gars de Blaise Compaoré. Parce qu'il y avait des Burkinabés et des Ivoiriens dedans, et puis d'autres nationalités. Mais c'est les deux pays qui ont payé. Blaise a payé, Ouattara a payé pour qu'on libère les mercenaires ivoiriens. Donc c'est pas la première fois que Ouattara essaie de faire de foutre le bordel dans le pays des gens. Excusez-moi. Au Gabon, on l'a vu, hein. La femme de la petite fille, la mère d'Odino, bien quoi, là. Son mari était conseiller spécial de Ouattara. Mais il était plongé dans les sales coups au Gabon. Le gars, on sait comment il est mort. Il était au courant de trop de choses. C'est comme si le gars, on l'a liquidé. Dans Sénéba, quoi, la même, la petite mère de Dini, là. Elle n'a qu'à dire aux gens comment son mari est mort. Elle vient de se remarier il n'y a pas trop longtemps. Alors, affaire de Kone Zakaria, là, c'est pas aujourd'hui. Kone Zakaria était dans la tentative de déstabilisation ici. Kone Zakaria était encore dans les affaires des 49 mercenaires qui ont été arrêtés. Son nom n'a pas été cité, mais il est celui qui a fomenté ça avec le chef d'état-major des forces armées et Ténébraïma. Donc maintenant, quand vous voyez les gens disent que Zakaria est arrêté à Tizawanten, et puis je vois beaucoup de gens, vous courez pour aller regarder. C'est vrai, vous êtes à la recherche de sensations. Vous voulez le sensationnel. Vous voulez, les gens aussi savent ce que vous voulez. Ils mettent des titres sous forme d'appât. S'ils mettent ça, vous allez regarder. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est la visibilité. Parce que ça leur donne de l'argent. Et vous courez, vous allez regarder. Il n'y a rien de bon que vous allez entendre qui peut être instructif pour vous. Vous croyez réellement qu'on va arrêter un colonel de l'armée ivoirienne, un membre des forces spéciales? Et puis, c'est sur les réseaux. Je ne dis pas qu'il n'a pas été arrêté. Je ne dis pas qu'on l'a arrêté. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mais je dis faisons preuve d'intelligence. Qui a connu Zakaria? On peut ne pas l'aimer, mais il n'est pas aussi bête qu'on veut le faire croire. On peut ne pas être d'accord avec lui. Je suis le premier à souhaiter son arrestation. Mais vous croyez que c'est comme ça, là, il va se faire prendre? Vous croyez réellement? Il y a des hommes qui ne vont jamais sur le terrain, mais ils tirent les ficelles à partir d'un certain nombre d'endroits. Kone Zakaria, il peut être, je ne sais pas où il est. Il peut se trouver que c'est vrai, il peut se trouver que c'est faux.
Mais tant que la certitude, parce que quand on a pris les 49 là, on a vu les Ivoiriens en parler. Pourquoi l'armée malienne va arrêter un colonel des forces spéciales de l'armée ivoirienne et puis on ne fera pas de déclaration là-dessus? Vous connaissez Ben Souk, un des collaborateurs de Sorobium, qui avait été arrêté ici au Mali à l'époque où c'était le général Bandao qui était le président de la transition. Quelques heures après, le procureur général a produit un communiqué. Est-ce que vous avez entendu le procureur militaire produire un communiqué? La hiérarchie militaire produit un communiqué. Même si on dit on cherche sensation là, vous aussi. Et Allah. Privez-vous d'aller écouter certaines choses. Évitez d'aller écouter n'importe quoi. Ceux même qui ne savent même pas lire A plus A, ils sortent et puis ils parlent. Il y a des gens, vous allez tous, je ne suis pas contre mes jeunes frères qui parlent par exemple en Bambara. Je ne dis pas que parce que tu parles en Bambara, je rejoins le capitaine Traoré, hein, Ibrahim. Il dit ce n'est pas parce que vous ne parlez pas français que vous n'êtes pas intellectuel. Donc ce n'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait ces publications-là. Comment je parle avec eux là, je connais leur degré d'intelligence. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne vont jamais chercher. Ils ne sont même pas informés. Tout le monde ramasse sur le tas et puis on jette sur les réseaux. Bon, c'est un conseil que Keïta a toujours dit. Faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre oreille. Allez mettre toutes les ordures dedans si ça vous fait plaisir. Kone Zakaria, pour le moment, ni l'armée ivoirienne, ni l'armée du Mali n'a publié quoi que ce soit. Donc, pour le moment, je reste accroché à la déclaration de l'état-major des forces armées, c'est tout. Tant qu'une déclaration n'est pas faite à ce niveau, pour moi, tout est blabla, tout est blabla et tout est blabla. Il n'y a rien de vrai dedans. S'il a arrêté, même s'il a arrêté qu'on ne veut pas dire, forcément, les autorités vont parler entre eux. Tout récemment, en Russie, on a libéré plein d'Américains et les États-Unis aussi ont libéré plein de Russes. Mais on n'a pas vu sur les réseaux. Non. Quand ils ont arrêté la Russie, ils n'ont pas fait chose. Hein. On les a jugés tout de suite. Parce que la Russie a un système avec la Chine. Quand ils arrêtent des Américains, ils ne perdent pas le temps. On fait un jugement un jour, 2 jours, pas, puis le condamnant le jette en prison. L'objectif, c'est de pousser les Américains à négocier. Et en négociant, ils ont une marge de manœuvre. Ceux que les Américains aussi ont arrêtés, ils vont exiger d'être libérés. On a vu les échanges de prisonniers. Les Américains ont libéré les Russes ont libéré les Américains. Et c'est comme ça que ça se passe. Même quand les terroristes prennent quelqu'un, ils disent on a pris quelqu'un, on veut ça. Mais comment entre deux États civilisés, deux États souverains, en tout cas j'estime que la Côte d'Ivoire est souveraine, même si j'apprécie pas Ouattara, mais comment on va arrêter un colonel de l'armée ivoirienne? Et puis vous croyez que Kone Zakaria, vous croyez qu'il n'est pas aimé dans l'armée? Je ne dis pas qu'il a ses hommes avec qui, attention, tous ceux qui ont fait la rébellion là, qui sont aujourd'hui officiers supérieurs dans l'armée, ceux qui étaient les commandants de zone dans la rébellion là. Mais chacun a lutté pour que ces éléments entrent dans l'armée ivoirienne. Kone Zakaria a lutté pour que ces hommes clés entrent dans l'armée. Vous croyez que cela n'est pas Kone Zakaria? Vous croyez qu'il va être arrêté et puis on ne va pas entendre? Soyons un peu intelligents aussi. Vous allez écouter n'importe quoi sur les réseaux. Les gens, même tu as écrit leur nom, tu vas leur donner pour même pas lire. Vous allez les écouter. C'est pas être allé à l'école qui vous dit qu'on connaît. Mais quand même, la tête même aussi réfléchissez. Kone Zakaria, il a des gens, il a ses hommes qu'il a fait entrer. Chérif Ousmane, il a fait entrer. Chacun a entré avec ses hommes. C'est vrai que Ouattara peut faire malin sur ceux-là. Parce qu'il avait besoin de leurs hommes quand il est venu au pouvoir et qu'il n'y avait plus d'armée. Que les FDS de Laurent Gbagbo, beaucoup d'officiers supérieurs avaient déjà déserté. Beaucoup d'éléments avaient fui pour aller. Vous le voyez tout de suite en train, les Djuri Pachoko là. Ils étaient dans la garde rapprochée de Gbagbo. Il y a plein, ils font des vidéos aujourd'hui. Il y en a qui sont dans d'autres pays, il y en a qui sont au Ghana, il y en a qui sont au Mali ici, il y en a qui sont dans d'autres pays. Il y a plein qui ont fui, qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire avait une armée? La Côte d'Ivoire n'avait rien. Donc, ce sont les forces nouvelles, là, les hommes de Soro. Là. Donc, chaque commandant de zone est venu avec ses hommes. C'est eux qui ont intégré l'armée. C'est eux que Ouattara avait appelé les FRC. C'était eux. Chacun avait ses éléments. Alors, vous croyez que Kone Zakaria n'a pas d'éléments avec lui? Il n'a pas ses hommes avec lui?
Shérif Ousmane, il a ses hommes avec lui. Djaga Djaga ou bien Zaga Zaga, là, et tous. Même IB avait ses hommes, commando invisible, c'était les éléments de IB. Alors, vous croyez qu'on va arrêter de connaître Zagaria, et puis, c'est sur les réseaux, là, vous courez, vous allez écouter, vous courez, vous allez, bon, vous savez, peut-être que vous avez trop de temps à aller écouter n'importe quoi et que votre travail ne vous demande pas trop de temps aussi. Alors, pourquoi l'AES reste maître du jeu? Je vais essayer de vous faire remonter à un certain niveau. Je vais vous faire remonter à un certain niveau. Pourquoi l'AES? Mais pour comprendre ça, je vous en prie, je fais tout. Je vais d'abord amener ici. Je veux qu'on écoute ça d'abord. On va écouter ça d'abord. Oh là là, cela c'est pas vrai. Merci. Faut pas me fatiguer ici. Bon, on va écouter ça. On va écouter, hein. L'Union européenne est au bord du gouffre. Face à une dépendance accrue vis-à-vis des importations étrangères et des prix de l'énergie stratosphérique, la Commission européenne tire la sonnette d'alarme, l'existence même de l'UE est menacée. Les prix. Écoutez très bien ici. C'est là que vous allez comprendre pourquoi l'AES est en train de s'équiper en matériel de guerre, en armement de dernière génération. Ce n'est pas parce que nous sommes palabreux, ce n'est pas parce qu'on aime la guerre, ce n'est pas parce que on veut toujours aller à la guerre comme on a des militaires au pouvoir. C'est parce que les militaires qui sont au pouvoir ont compris la menace qui plane sur nos États comme l'épée de Damoclès. L'Union européenne, c'est fini. Je vais ramener un peu en arrière, on va écouter. Non. Je vais ramener en arrière, on va écouter. Je vais ramener en arrière, on va encore écouter. Je vous en prie, on va écouter encore. On écoute. L'Union européenne est au bord du gouffre. Uh-huh. Face à une dépendance accrue vis-à-vis des importations étrangères et des prix de l'énergie stratosphérique, la Commission européenne tire la sonnette d'alarme, l'existence même de l'UE est menacée. Les prix du gaz, 4 à 5 fois plus élevés qu'aux États-Unis, et l'électricité, 2 à 3 fois plus chère, révèlent une crise énergétique sans précédent. La situation est critique, et Bruxelles doit réagir rapidement pour éviter un effondrement économique. Les experts s'accordent à dire que l'UE doit radicalement revoir sa stratégie. La Commission, censée être le fer de lance de l'Union, peine à gérer la dépendance énergétique, notamment vis-à-vis de la Russie. Ok, on va s'arrêter là. Tout à l'heure, en commençant mon intervention, je vous ai dit que j'invite chacun de vous à aller suivre l'évolution de la campagne présidentielle aux États-Unis. J'ai plus le temps de suivre ça. C'est vrai que c'est en anglais, mais bon, sur certaines plateformes françaises, je crois qu'ils ont repris et puis ils ont un peu. Ce que j'ai pu comprendre de la bouche de la vice-présidente qui visiblement ne connaît absolument rien à rien, on a juste préparé pour lui donner pelle à lui. Elle dit que il faut développer les énergies renouvelables, que c'est la seule voie de sortie, c'est la seule voie de survie des États-Unis. Que les États-Unis ne peuvent pas et ne pourront pas continuellement dépendre de l'importation des sources d'énergie d'autres pays. Il faut que les Américains, Oufoué l'a dit, je vous ai fait écouter la parole d'Oufoué. Il dit les Américains n'en ont pas suffisamment pour partager avec leurs frères. Ici, quand vous écoutez l'élément, le monsieur, quand il parle du prix du gaz, du pétrole qui coûte 4 fois plus cher, 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Parce que tout simplement, les sanctions stupides, les 17 000 sanctions qui pèsent sur la Russie, sont essentiellement imposées par l'Union européenne.
Je n'ai pas fini. Jusqu'au mois de novembre, c'est-à-dire le mois d'élection aux États-Unis, le gouvernement Joe Biden a levé toutes les sanctions sur la Russie. Donald Trump en parle longuement pendant sa campagne. Les Américains se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas continuer cette guerre économique avec la Russie et prétendent gagner. Donc les Américains ont levé. Pour que les Américains lèvent, c'est le Trésor américain. Le Trésor américain a levé les sanctions sur la Banque centrale russe et certaines autres banques par rapport aux transactions SWIFT que vous connaissez où les Américains avaient dit il faut. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que s'ils ne lèvent pas ça, ils ne peuvent pas. Donc, les Américains passent par d'autres pays pour acheter directement avec la Russie. Alors, quitte à ça, on a très bien compris. Merci beaucoup, professeur, on a bien compris. Mais en quoi est-ce que l'AES est incontournable et puis maître du jeu ici? C'est là que si vous écoutez, vous allez comprendre. Maintenant que l'Union européenne a fermé toutes les portes, ce qu'il ne fallait pas faire parce que les Américains, je vous ai dit, les Américains veillent sur les intérêts des Américains. Les Américains écoutent la voix du peuple. C'est pourquoi j'ai commencé mon intervention en plantant le décor par rapport à la démocratie. Le concept de la démocratie repose sur deux piliers essentiels. Une base constitutionnelle et juridique pour donner la forme juridique et constitutionnelle à la démocratie. Le deuxième pilier, c'est la forme légitime qui repose sur la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la voix du peuple, le pouvoir par le peuple, pour le peuple et par le peuple. Pour que le pouvoir du peuple soit pour le peuple et par le peuple, il y a un mécanisme constitutionnel que je peux appeler juridico-constitutionnel. Cela veut dire que la démocratie est encadrée dans une sorte de règle juridico-constitutionnelle. Cette règle est mise à la disposition du peuple souverain pour pouvoir manifester ou vivre sa démocratie. Alors, vous voyez, quand vous connaissez tout ça, vous comprenez tout ça, et vous voyez des gens qui quittent chez eux pour venir dire que on n'est pas d'accord avec votre façon de gouverner, donc on ne peut plus collaborer avec vous. La question, est-ce qu'il y a un modèle universel de démocratie? Il n'y a aucun modèle. Quand vous regardez l'Inde, par exemple, la Chine est plus peuplée que l'Inde, je crois. Mais en Inde, on prend un mois pour organiser les élections. Je dis bien un mois. Nous, c'est un jour. Dimanche, on va voter. Mais en Inde, c'est pas ça. On programme par région, par région, par région. Si cette région a voté aujourd'hui, demain c'est une autre région, après c'est une autre région. Pendant un mois, les élections sont organisées en Inde. Aux États-Unis, l'élection présidentielle n'est pas un scrutin direct. Après l'élection, les grands électeurs se réunissent pour décider qui est président. Alors, vous voyez que, en réalité, les Américains ne reconnaissent pas la souveraineté directe du peuple sur le résultat des élections, mais les grands électeurs qui sont là ne peuvent jamais prendre autre décision que ce que le peuple a déjà décidé. Mais c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Chez nous ici, est-ce qu'on sait ce que c'est que grand électeur? Chez nous ici, là, si on fait élection par une semaine, on dit, alors, mais pourtant, les gens ont tendance à vouloir faire une comparaison qui n'en vaut pas la peine, une comparaison qui est vraiment stupide. Et alors, on a des soi-disant politiciens qui sont maîtres dans ça. Ils veulent nous rappeler chaque fois la démocratie de 1992, les acquis de la démocratie. Vous avez vu, j'ai mené ce combat jusqu'à ce que nos autorités abandonnent progressivement l'expression
les acquis de la démocratie de 1992. Mais qui a fait ce combat-là? Je suis le seul. J'ai dit, bon, si vous dites qu'il y a eu des acquis en 92, là, vous avez fait coup d'État pourquoi? Parce qu'il faut expliquer. S'il y a des acquis, pourquoi tu fais coup d'État? C'est parce qu'il y a eu échec. Mais s'il y a échec là, même si, qu'est-ce qui est bon dedans? Parce que prenez tous les paramètres de 92. Ceux mêmes qui étaient là, ils sont devenus les plus grands escrocs du pays. Les maricots, là. Marico était devenu un terroriste constitutionnel. Keïta, ça veut dire quoi un terroriste constitutionnel? Marico était un élu du peuple. Et Marico mettait chaque fois la pression sur les présidents. Et chaque fois que Marico était reçu dans le noir, à l'insu de tout le monde, pendant un certain temps, Marico disparaît, il ne parle pas. Mais quand il finit de laper ce qu'on lui a donné, il ressort encore et puis il tape. On l'appelle encore, on lui donne un peu. Même le coup d'État de Yahya Sanogo, son souhait était d'être Premier ministre. Ça ne s'est pas passé. Après, il est devenu le plus grand opposant à Yahya Sanogo. Donc, alors, ça c'est important. Je travaille dans le champ de ton papa et puis de ta maman. Hein? Madame Touré, je travaille dans le champ de ton papa avec ta maman. Voilà. Il faut leur demander quelle est la place de Keïta là-bas. Touré, c'est là-bas que je travaille. Tu viens trouver quelqu'un chez là à la maison. Tu dis, tu travailles où? Je travaille dans le champ de ton papa et puis de ta maman. Alors donc, quand vous regardez ça, les Américains, ils ont un principe qu'ils respectent, qu'ils valorisent. Leur démocratie ne touche pas à ça. Mais ils ont pris combien de siècles pour construire cette démocratie. Et ils se sentent heureux en disant toujours que les pères fondateurs, un véritable politicien américain ne parle jamais sans se référer aux pères fondateurs. C'est significatif, c'est important. La guerre de sécession, la guerre de l'union. La sécession, ceux qui ne voulaient pas l'union, l'union, ceux qui voulaient mettre tous les États ensemble. Ils ont mis ces différentes étapes, guerre, conflit, pour construire un État fédéré, les États-Unis d'Amérique, avec un système de gouvernement qui n'a rien à voir avec le système européen. Encore moins le système canadien, australien et autres. Pas du tout. Alors, chez nous ici, en quoi est-ce que ce que nous écoutons là, la bande audio que nous écoutons, quelle est l'implication directe sur l'AES? Alors, je vous amène à quelques années avant la prise du pouvoir d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré et du général Tiani. Qu'est-ce que l'Algérie et le Maroc ont fait? Les deux pays du Maghreb, dans le nord de l'Afrique, ont trouvé d'importants gisements de gaz au Nigeria. Je dis bien au Nigeria. Le Maroc a décidé de mettre en place un gazoduc Nigeria-Maroc. Et l'Algérie a décidé à son tour de mettre aussi un gazoduc Nigeria-Algérie, mais cette fois-ci en passant par le Niger. Ce que nous écoutons ici, ce que nous avons écouté ici, c'est le cri de cœur de l'Union européenne. Alors commencez à comprendre, l'esclave est devenu le maître de l'esclave. Je répète, l'esclave est devenu le maître de l'esclave. En d'autres termes, il y a ce que ce grand philosophe Karl Marx, je crois, il a parlé de la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître qui met la pression sur l'esclave, et l'esclave finit par comprendre qu'en réalité, il n'est pas nuisible. En réalité, il n'est pas celui que le maître dit qu'il est. Il est mieux et plus que ce que le maître dit qu'il est. Quand il prend conscience de cette réalité,
alors il domine le maître et le maître devient l'esclave et l'esclave devient le maître. C'est en cela, ici, que nous devons écouter avec sagesse et intelligence qu'est-ce qui se joue aujourd'hui là-bas. Pour mieux comprendre cette partie, Au lieu de renforcer ses propres capacités, l'Europe semble se tourner vers des solutions externes, y compris des partenariats en Asie et des investissements en Australie. mais ça ne suffit Pourtant, pas. cette dépendance est alarmante et soulève des questions sur la souveraineté européenne. D'accord. Le manque de vision en matière de défense est tout aussi préoccupant. Alors que seuls 10 des 27 États membres consacrent 2% de leur PIB à la défense, l'UE se révèle incapable de se protéger. Ok. La Commission a... Vous vous rappelez que Donald Trump, en ce qui concerne la défense, Donald Trump, quand il était président, il a été clair et net sur un sujet. Et tu ne payes pas ta participation au sein de l'OTAN, si tu as agressé demain, les Américains ne feront rien. Et les Européens ont commencé à mettre la main dans la poche. Alors, c'est ceux-là qui viennent chez nous. On va entraîner votre armée. Ceux-mêmes qui dépendent des États-Unis, ceux-mêmes qui ne peuvent rien faire sans les États-Unis, ils viennent chez nous, ils sortent leur bus, ils nous font croire qu'eux sont les maîtres du monde. Mais en réalité, cette partie qu'on nous a toujours cachée, cette réalité qu'on ne veut pas qu'on sache, c'est ça. Maintenant, revenons sur l'aspect économique. L'aspect économique ici, vous avez entendu un général français, il va falloir, si nécessaire, prendre des armes pour recoloniser l'Afrique. La question n'est pas réellement qu'ils veulent recoloniser l'Afrique, c'est pas ça la question. La question c'est, pourquoi veulent-ils revenir absolument en Afrique? La réponse est là. Ils n'ont plus rien. Au fond, il a dit, à maintes reprises, dans ses propos, au fond, il a dit, le général Lecomte, je vais le laisser, mais je vais vous amener ici à écouter ceci aussi. Ça, c'est important. On va écouter ça. Ici. Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas proprement parlé obéi à un souci politique. Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. Je finis mon direct sur direct quoi. Nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara. Écoutez bien, excusez-moi, c'est une amie qui m'appelait des États-Unis. On va réécouter rapidement. On va réécouter. Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions c'est au fond qui parle, hein? Le gouvernement a obéi en créant l'organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas proprement parlé obéi à un souci politique. C'est au fond, hein? Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. Au fond. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses. Il dit, parce qu'il y a une organisation qu'ils ont mis en place. Et cette organisation, j'oublie le nom, mais il va donner le nom de l'organisation après. Il dit, ça obéit à un souci économique. Je dis bien, ça n'obéit pas à un souci politique. Alors, quelle est la différence entre un souci politique et puis un souci économique? Alors, cela vous permet de comprendre que notre agenda politique n'est pas leur agenda politique. Donc, la démocratie qu'on nous vend ne repose sur aucune base juridiquement parlant politique. Non. Mais cette démocratie qu'ils nous ont vendue repose essentiellement sur un seul élément. L'exploitation des ressources naturelles qui sont enfoyées sous nos pieds, dans notre espace. Donc, ce qu'ils veulent, c'est essentiellement économique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ofoe qui le dit. Donc, nous ne partageons rien en commun sur le plan politique. Alors, pourquoi on veut nous imposer une démocratie qui n'est qu'un concept politique? Donc, cette démocratie, si vous la regardez, pourquoi on l'a menée dans
le principe économique. Donc, on nous impose un concept politique. Si on ne l'accepte pas, sur le plan économique, ils vont tout verrouiller au niveau des institutions financières, au niveau des institutions de financement. Puisque nous avons une monnaie qu'ils maîtrisent. Et cette question d'économie dont parle le fond, la monnaie y est inclue. Donc la France, pour ne pas perdre la face, la France, pour ne pas vivre ce que l'Union européenne vit aujourd'hui, y compris la France elle-même parce qu'elle a perdu, la France a mis en place un concept économique, un concept économique. Ah, Keïta, tu t'es répété, tu as dit un économique, tu as dit un économique. Le premier concept économique, c'est le Sahara, c'est-à-dire le Sahel. Créer une unité, créer une communauté de peuples au sein d'une monnaie, le franc CFA. Mieux, ils auront le contrôle de notre monnaie, de notre économie. Mieux, c'est eux qui vont déterminer l'architecture monétaire de nos pays, la souveraineté monétaire de notre espace est entre leurs mains. Cette histoire de garantie, cette histoire de solvabilité, de crédibilité, cette histoire de stabilité économique, c'est tout ça qui a été créé par la France. Vous n'avez pas besoin de vous développer. Donc, restez tel que vous êtes. Le petit confort qu'on va vous donner est suffisant pour vous. Laissez-nous nous occuper. C'est pas vrai. Laissez-nous nous occuper des choses plus importantes. Vous, occupez-vous de mettre des goudrons, créer des écoles. Les entreprises à laisser, on va vous vendre nos véhicules, on va vous vendre nos montres, nos costumes, nos pantalons, nos chaussures. On va vous vendre tout, vous n'avez pas à vous inquiéter. On va faire la monnaie qu'on met en place permettant de maîtriser l'inflation. Mais entre-temps, la visée énergétique, c'était la plus importante. C'est en cela que l'Algérie, qui a compris avec le Maroc, chacun s'est dit, les Européens n'ont rien. Ils ont vu l'Europe venir de loin. L'Algérie et le Maroc. Ils ont vu la faillite de l'Union européenne venir de loin. Si vous voyez aujourd'hui que l'Algérie se lève et puis hausse le ton, gonfle la poitrine devant la France, c'est parce que l'Algérie a la main sur quelque chose dont l'Union européenne a besoin et la France a besoin. L'Algérie a créé une situation pour se retrouver dans la même position à peu près que la Turquie. Et c'est sûr que les Algériens vont dire, waouh, on ne savait pas qu'au Mali, ils avaient quelqu'un comme ça qui comprend les choses. L'Algérie a créé la même situation que la Turquie. La Turquie, c'est sûr, la Turquie a bénéficié d'une situation, je peux dire, géographiquement, hein, Dieu a fait grâce à la Turquie. Mais l'Algérie elle-même a mis en place sa propre structure. C'est-à-dire, l'Algérie sait que l'Union européenne n'a pas de ressources. En faisant par là-bas la Russie, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Donc l'Algérie s'est empressée, puisque elle-même n'a pas les ressources nécessaires pour servir l'Union européenne. Le Maroc n'a pas les ressources nécessaires pour couvrir les besoins de l'Union européenne. Donc, parce que les besoins sont énormes au regard des entreprises que ces pays ont. Donc, il faut aller du côté de l'Algérie. Mais, du côté du Nigeria. Mais l'Algérie sait qu'en allant même du côté du Nigeria, ce n'est pas évident. Donc, l'Algérie se dit, on aura besoin forcément du Sahel, c'est-à-dire, on aura besoin du Niger. Et cette déstabilisation dans le nord du Mali nous sera profitable, dans la mesure où on a fait signer les accords d'Alger. Donc, nous sommes les parrains, la garantie morale. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'Algérie a du mal à accepter que le Mali ait abandonné les accords d'Alger. Voilà comment
Assimi Goïta a rendu l'AES incontournable et maître du jeu. Aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous politiquement. On s'en fout, on n'a pas besoin de leur accord politique pour faire quoi que ce soit. Merci beaucoup du côté de l'Angola, Sidibé Karim, comment vas-tu? Pour nous, c'est important. Merci beaucoup. L'Organisation commune des régions sahariennes. Merci beaucoup, Lucien. Merci infiniment. Merci, Lucien. Du côté de... C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est TikTok. TikTok, ok. Merci. Du côté de TikTok. On est sur les trois voies, TikTok, YouTube et puis Facebook. Alors, Assimi a compris. C'est pourquoi je dis, pour être un élément de force spéciale avec un tel rang, vous devrez avoir une intelligence beaucoup aiguisée, beaucoup rapide. Et Assimi Goïta, il apprend vite et très bien. Il n'est pas le seul, hein. Le capitaine, le général, tous apprennent vite et rapide. Mais ce qui est intéressant pour nous, et ce que chacun doit comprendre, c'est fondamental, ce que chacun doit saisir, ce que chacun doit mettre en avant. L'Union européenne va de mal en pire. Les Américains vont de mal en pire, même si ce n'est pas au même titre que l'Union européenne. L'Algérie aujourd'hui est frustrée parce que l'Algérie pouvait, dans son entendement, elle allait avoir le gaz malien, nigérien à un bon prix. Mais ce n'est pas au prix du Nigeria. Et aujourd'hui, dans l'AES, comme vous avez entendu le Premier ministre Lamine Z, le Premier ministre Apollinaire et le président Assimi Goïta en Chine, ils ont tous mis en avant un certain nombre de facteurs qui font de l'AES je dirais pas le premier pays, puisque c'est une organisation, la première organisation africaine à disposer de tant de ressources. Même pas le Congo et la Guinée réunis ne peuvent atteindre ce dont dispose aujourd'hui le Sahel, c'est-à-dire les pays de l'AES. Ici, c'est important et fondamental. Ce qui est malheureux, c'est que le Manigatien qui s'est bombardé général en Guinée, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Il a pris goût au plaisir de l'argent, au plaisir du bien-être social. Je vous ai toujours dit, et je maintiens cela, puisque moi-même, je suis une preuve vivante de ce que je vous dis. L'argent ne transforme personne. On vous le dit très souvent et beaucoup y croient. C'est faux. C'est faux. Je vous le jure au nom de Dieu. L'argent, le pouvoir ne transforme personne. Vous n'avez qu'à regarder l'homme que je suis. Vous n'avez qu'à regarder le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le général Tiani. Ce sont des hommes de pouvoir et d'argent. C'est eux qui gèrent le budget, ce sont des milliards qu'ils gèrent. Mais de par leur éducation, de par leur moralité, leur probité, leur honnêteté, ils n'ont pas un centime à leur nom quelque part. Vous n'avez qu'à regarder le ministre Sadio Kamara, le ministre d'État Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et bien d'autres ministres. Et c'est des gens qui vivent au service du peuple pour lequel ils ont pris le pouvoir. Je bénis Dieu, parce que sa grâce est là, au quotidien dans ma vie. Mais ceux qui me fréquentent, à l'exception de ceux qui viennent m'énerver, de temps en temps, je suis obligé de leur dire qui est le roi, qui est le chef. Sinon, ça ne m'intéresse même pas de sortir de... Je n'ai même pas parlé de moi. Je n'ai même pas le temps. Je me rappelle, il y a mon élève, enfin, il y a un jeune qui est venu travailler chez moi il n'y a pas longtemps. Il me dit, Keïta, si je n'étais pas venu chez toi travailler, j'avais une mauvaise idée de toi. Je dis, encore comment ça? Il dit, j'ai des amis que je vais voir souvent vers chez toi là. Voilà ce qu'ils m'ont dit de toi.
Tu ne rends visite à personne, tu es chez toi, tu parles à personne, tu es dans ton petit coin. Il dit, mais est-ce que ça c'est mauvais? Il dit, mais maintenant que tu es venu, tu m'as connu. Est-ce que je suis ce qu'on a dit de moi? Il a baissé la tête, il dit vraiment ça fait honte. Parce que ce jour-là, ils sont parlé, j'ai écouté. J'aurais dû tout de suite comprendre. Il dit non, tu ne peux pas réagir parce que tu ne me connaissais pas. Maintenant que tu es venu, tu as pris quelques temps, tu m'as vu comment je suis. Est-ce que c'est réellement l'homme qui est là, celui qu'on parle de lui, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment? Il dit franchement, il dit c'est pourquoi je dis beaucoup de gens vont mourir en enfer parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas la réalité. Après lui encore, il y a un autre qui est venu. Il dit, il passe son temps à taper sur les gens. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, quand tu passes, les gens, ils sont... Non, mais c'est quoi? Il dit, quand tu passes, les gens, bon, ils viennent, ils disent plein de choses sur toi, blablabla, blablabla. J'ai dit, bon, il faut... Non, mais c'est quoi? Il y a quelque chose que je veux gérer rapidement. Alors, je dis, non, il faut pas toujours vouloir répondre aux gens. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Non, lui ne peut pas accepter. Je dis, mais ce qu'ils disent là, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Il dit non. Il dit, mais c'est ici, la vie est faite. Bon, lui, il allait un peu trop fort. Il dit, ouais, les gens, quand ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils sont jaloux de ceux qui ont un peu. Moi, l'argent ne m'a pas changé. Le pouvoir ne m'a pas changé. Parce que mon père et ma mère qui reposent en paix m'ont donné une éducation sereine. Je ne vais jamais me vanter que j'ai ça ou j'ai ça. Ou bien, sortir sur les réseaux, dit j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comme vous voyez beaucoup de jeunes Maliens, quand ils ont 5 francs, c'est eux qui appellent tout le monde pour venir faire ceci, cela. Moi, je fais pas. La seule fois que vous m'avez vu, c'est quand Awa, ma guillette, elle est venue à la maison pour me saluer. C'est tout. Et même ce qui s'est passé entre elle et moi, est-ce que vous avez entendu sur les réseaux? Est-ce que vous m'avez vu dire j'ai fait ça? Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. C'est pourquoi des gens comme Assimi Goïta et le capitaine Traoré, sans oublier le général, ce sont des bénédictions de Dieu qu'il faut respecter. Contrairement aux politiciens qui nous servent les recettes de l'Occident sur la démocratie, eux-mêmes ne comprennent rien en rien. Quand tu vas leur dire, bon, démocratie dont tu parles là, pardon, il faut t'asseoir, il faut nous expliquer un peu, parce que nous-mêmes on ne comprend pas. Ils ne pourront jamais vous expliquer. Ils ne pourront jamais. Jamais. En réalité, c'est des principes, c'est des concepts qu'on n'aurait jamais dû accepter dès le départ. Alors aujourd'hui, l'AES est maître du jeu parce que l'AES détermine avec qui elle peut travailler, avec qui elle peut avoir des relations. Et cela a été confirmé par le président Assimi Goïta, par le Premier ministre Apollinaire et le Premier ministre Labenzène. Aujourd'hui, l'Union européenne, on n'est pas pressé. L'Union européenne viendra négocier chez nous. Parce que les Américains ont déjà fait. Notre dernière sortie, je vous ai dit quoi? Les Américains sont venus en catimini, dans le dos de l'Union européenne, dans le dos de la France. Les Américains sont venus pour négocier. Vous avez tous entendu? Je vous ai lu un article où la France dit, la DGSE s'est dit qu'elle s'est sentie trahie, que les Américains sont en train de passer dans le dos de la France pour venir rencontrer les autorités du Sahel. Parce que les Américains savent où se trouvent leurs intérêts. Quand je dis nous sommes le maître du jeu, le jour viendra. Pas un jour encore long. Parce que nos matières premières ne vont pas pourrir sur nos pieds. Il y a des preneurs. Et beaucoup de preneurs. Des gens qui vont prendre à notre prix, à notre condition. Parce que les 3 pays ont créé désormais une entreprise d'État. C'est la seule entreprise d'État qui a le monopole sur toutes les richesses qui se trouvent dans le sous-sol de nos États. Au Burkina, on a mis en place une entreprise d'État qui gère toutes les ressources, l'exploitation, la prospection, les études. Vous venez, c'est avec cette entreprise-là que vous signez. L'entreprise, voilà la part qui me revient, voilà la part qui vous revient. Vous êtes d'accord, vous travaillez, vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Forcément, il y aura des preneurs. À l'heure où je vous parle, la Russie peut fermer la porte. Même si la Russie aujourd'hui veut donner le gaz ou le pétrole à l'Union européenne, la Russie ne pourra pas. Pour la simple raison que
le gazoduc 1 et 2 ont été sabotés. Donc, il n'y a plus moyen pour fournir l'Europe. Parce qu'ils avaient peur de cela. Ils sont allés miner le gazoduc Nord Stream 2, ils sont allés miner. Donc, il n'y a plus de possibilité. Et la Russie, c'était pas la Russie qui avait construit, c'était l'Allemagne qui avait financé la mise en place du gazoduc 2, Nord Stream 2. C'est l'Allemagne qui a financé, c'est pas la Russie. Donc, ils n'ont pas causé un tort à la Russie, ils ont causé un tort, puisque la Russie a diversifié ses partenaires. Et la Russie vend et gagne beaucoup plus que... Regardez, il y a encore 15-10 ans, ce que la Russie a gagné en 2 ans, la Russie ne l'a jamais gagné en 5 ans. La Russie ne l'a jamais gagné en 5 ans, encore moins en 10 ans, ce qu'elle a gagné en 2 ans. Donc, on peut dire que cette guerre a été une bénédiction pour la Russie. Et cette guerre-là, Dieu merci, beaucoup de voix sont en train de se lever maintenant. Surtout les Français qui ne voulaient jamais entendre parler de reddition, de, comment on appelle ça, de négociation de paix, de cesser de feu, ou cesser le feu, je crois, le principe là. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais tout le monde est unanime que l'Ukraine est en train de saigner. Il faut arrêter cette guerre. Il faut l'arrêter au plus vite. Mais ce ne sera pas au détriment de la Russie, puisque c'est maintenant que la Russie a commencé à sortir ses muscles. Parce qu'il y a des missiles que Poutine a commencé à utiliser aujourd'hui qui dépassent l'entendement. Les avions ne rentrent plus dans la surface de réparation ukrainienne. Les missiles balistiques, là, les hypersoniques, les fait lever depuis un bateau à mer et puis ils vont bombarder l'Ukraine. Est-ce que ça, là, ça vaut la peine de... Un pays comme l'Ukraine, comment avec une technologie avancée de la Russie, est-ce que l'Ukraine peut faire le poids? Et c'est la guerre de l'Ukraine, vous avez vu, nos chefs d'État ont fait une bêtise. Mais comme c'était Macky Sall, la malédiction confirmée, la malédiction incarnée, ils se sont ramassés pour aller en Ukraine, pour dire que la guerre ukrainienne est en train de jouer sur les pays africains. Et moi, je ne sais pas en quoi est-ce que la guerre en Ukraine joue sur moi. Je veux bien savoir, est-ce que je suis obligé, moi, de manger spaghetti, pâte alimentaire? Je peux manger ça. D'ailleurs, au Mali, ici, nous, on a beaucoup d'usines. On a l'usine M3 qui fait la meilleure qualité de pâte, qui est certifiée ISO 9001. Comme une entreprise ici, la certification ISO 9001. On a ça. La même usine M3 produit encore du riz, la tomate. On a, ça, ce ne sont que quelques éléments. Alors, on nous dit, la guerre en Ukraine est en train de jouer sur nous. Alors, moi, j'ai réfléchi, mais l'Ukraine, nous, on n'achète pas notre sucre avec l'Ukraine. Notre sucre, là, c'est au Brésil qu'on achète. La plupart du sucre qu'on achète, ça vient du Brésil. C'est pas en Ukraine. Ou bien, bon, nous-mêmes, on a commencé à produire le blé chez nous ici, puisque on a des entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, M3 et bien d'autres qui transforment le blé en farine. C'est vrai que la consommation nationale est beaucoup plus importante, mais c'est pas, M3 n'est pas la seule usine. Il y a beaucoup d'autres usines qui produisent encore, qui transforment le blé en farine. Alors, les gens, ils ont limité notre vie à la farine de blé. Si c'est pas Gaussou même qui mange beaucoup le pain et pizza, moi, la farine même, je peux faire un mois complet sans manger pâte alimentaire. Un mois même, c'est trop petit. Je peux même faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est quand lui, j'achète ces pizzas-là que je mange de temps en temps avec lui. Ce que je mange là, c'est le dos que mes parents m'ont montré. Le maïs, là, on cultive ça ici. Le fonio, on cultive ici. Le soja, haricots, tout ça, on cultive ici. Donc, les gens nous ont fait croire que tout ça vient de l'Ukraine. En quoi est-ce que la guerre en Ukraine peut avoir des répercussions? Bon, à l'époque, l'huile, on achetait à la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, on a notre ancien capitaine des ex, Seydou Keïta. Il a l'usine de transformation. Notre coton là, est transformé en huile au Mali. Donc le Mali même produit son huile ici. Bientôt, on sera autosuffisant dans la production de l'huile, huile de table ou huile végétale, comme vous appelez, huile de table, huile de cuisine. On n'aura plus besoin de l'huile de la Côte d'Ivoire.
C'est ça, on dit aux gens, faites beaucoup attention parce que nous sommes interconnectés. Quand vous faites le balai, au moins ils faisaient le balai par rapport à l'huile qu'on achetait chez eux là. Mais les gens ne savaient pas que Seydou était en train de mettre son entreprise en marche. Aujourd'hui, Seydou, c'est pas seulement l'huile qu'il fait. Son entreprise fait le savon à partir du coton. C'est-à-dire que tous les dérivés du coton, l'usine de Seydou transforme tout ça. Et ça, ce sont des éléments importants. Quand nous disons que l'AES, maître du jeu, est incontournable, c'est pour toutes ces raisons. Seydou le fait au Mali, mais combien sont en train de le faire au Burkina et au Niger? Donc, vous allez voir que la production de Seydou, ce sera une production et pour le Mali et pour l'AES. Alors, imaginez comment Seydou va engager des milliards et des milliards chaque année. Imaginez M3 qui fournit en pâte alimentaire et le Mali et l'AES. Désormais, toutes nos entreprises, nos entrepreneurs, c'est comme ça, ils doivent réfléchir. Ils ne réfléchissent plus pour le Mali, mais pour l'AES. Je produis pour le Mali cette année, 2 ans. Dans 2 ans, il faut que j'arrive à vendre au Burkina et au Niger. C'est en cela que nous, on sera, comme on dit, on sera dépendant et autosuffisance alimentaire ou autosuffisance, tout ce que vous voulez. Nous, on est devenu incontournable parce que nous n'allons pas acheter notre pétrole. Imaginez si c'est nous qui devrions aller acheter le pétrole en Europe. Imaginez l'inverse. Avec la prise de pouvoir de nos vaillants présidents, Goïta, Traoré et Tiani. Imaginez si nous, on devrait aller acheter le pétrole chez eux et puis le transformer chez nous. Imaginez. Mais curieusement, c'est eux qui ont besoin de nous. Mais quand vous les entendez, jusqu'à présent, vous avez l'impression que tout va bien. Mais c'est faux. Est-ce que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes, aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. Alors ici, le président Oufoué, j'ai pas envie de le dire, il est mort, mais ici, il n'a pas dit la vérité. Ici, il faisait la propagande de son président. Et puis, écoutez bien, quand il va parler, il va même dire notre président, le général de Gaulle. Depuis quand ton petit noir, la général de Gaulle avait ton président. Il va dire, dans cette interview, il va le dire. Mais quand il dit élévation du niveau de vie sociale, c'est quoi? C'est par rapport au franc CFA, je l'ai développé, c'est par rapport à l'inflation, par rapport à la stabilité économique, par rapport à, comment on appelle ça, à la mise en place des marchés communs, le franc CFA, l'argent, la baisse, c'est de ça qu'il parle. Il va parler de quoi d'autre? C'est de ça qu'il parle. Mais beaucoup de chefs d'État avaient compris ça, tels que Sékou Touré, Modibo Keïta, et bien d'autres, mais qui ont été trahis et liquidés. C'est Oufoué qui était, Oufoué était le valet de salon. Non, comment on l'appelle? Valet local, voilà. Oufoué était le valet local, l'esclave de salon. C'était Oufoué. Il faisait ici l'apologie du maître. Il vendait ici le maître. Mais c'est le même Oufoué qui s'est retraité dans les années 90. C'est le même Oufoué qui est revenu, qui a dit, ça peut plus continuer comme ça. Et cette réalité, nos présidents, ce ne sont pas des présidents qui sont allés dans des écoles politiques pour apprendre à faire la politique ou à gouverner. Mais ils ont compris par expérience que la meilleure façon de servir son pays, c'est d'être au service de son pays. La meilleure façon de servir son pays, c'est d'être au service de son pays. Et c'est ce que nos autorités ont fait. Ils ont démontré qu'ils sont de véritables patriotes, qu'ils aiment leur pays et qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que tous ont pris une décision courageuse, c'est de sortir de la CEDEAO. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure le nom de l'organisation. Mais c'était pour contrer l'impact et l'influence de cette politique dite socio-économique de la France que la CEDEAO a été créée. Ceux qui ont créé la CEDEAO, s'ils étaient vivants aujourd'hui, ils allaient porter en triomphe
Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim et le général Tchani. Ils allaient les porter sur leur dos pour dire voilà la fierté, voilà ce pourquoi nous, on s'est toujours battus. S'ils étaient en vie aujourd'hui, c'est ce qu'ils allaient dire. Comment ils sont fiers de ces trois présidents. Mais Houphouët s'est rétracté tout simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'il a servi la mauvaise cause, la cause française. C'est pourquoi il est revenu, vous l'avez vu, il était au seuil de sa mort, il venait chaque fois, je ne sais pas si c'était une sorte de repentance ou une sorte de quoi, mais en tout cas, il disait toujours c'est pas comme ça, mais il était déjà trop tard. Le petit blanc avait déjà pris plaisir. Ils utilisent les uns contre les autres. Ils ont utilisé Houphouët contre Sékou Touré. Ils ont trouvé Houphouët contre Philippe Dabo. Ils ont utilisé Houphouët contre Bouba Keïta. Ils ont utilisé Houphouët contre Kwame Nkrumah, contre Patrice Lumumba, contre tous ces gens-là. Ils ont utilisé Houphouët, puisqu'il était même agent de la CIA et de la DGSE. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre réalité. Le temps nous a permis de comprendre ces choses. Le temps nous a permis d'aller et de comprendre. Et la réalité aujourd'hui, la démarche de l'AES fait de l'AES une organisation qui n'a pas besoin de baisser la tête devant le petit plan. Et c'est eux qui vont courir pour venir ici. Regardez comment ça marche. Regardez comment ça fonctionne. Observez bien. Regardez bien. Ces mêmes idiots de petits plats qui font la grande gueule. Ces gens-là, je vous le jure, je n'ai rien contre eux, mais quand ils ouvrent leur bouche à côté de vous, là, ministre, pas ministre, l'odeur qui sort déjà là, c'est Dieu celui qui connaît. Ça peut même réveiller cadavre. Donc ces gens-là qui ouvrent leur gueule, l'odeur qui a réveillé cadavre, là, c'est eux qui disent, ils vont nous servir. Bon. Que vous partiez, que vous restiez, nous, ça va nous faire quoi? Quand Sougata Keïta était là, quand Biazé était là, quand ces grands rois, ces grands empereurs étaient là, le petit blanc n'était pas là. C'est après tout ça que le petit blanc est venu. Parce qu'avant ça, l'homme là ne vivait pas. On est allé chez vous, on a vu, on a regardé, on a appris. On connaît la réalité. Ils vont courir pour venir. Le Niger a fermé le pont à Orano. Vous allez voir le prix. D'ailleurs, ça a commencé en France. Les Français, ils ont commencé. Je vous ai expliqué comment Macron, intelligemment, a violé la démocratie, mais tout en se protégeant par rapport à la Constitution. Quand vous regardez sur le plan constitutionnel, le fait d'avoir choisi son nouveau Premier ministre, il n'a pas violé la Constitution, mais il a trahi le principe même de la démocratie. Il a trahi ça. Alors, moi, je dis que Macron, il a très bien fait et je l'encourage à faire beaucoup plus. Parce que ces idiots-là, quand Dieu leur a donné la possibilité de faire l'expérience avec Marine Le Pen, ils se sont tous réunis contre Marine Le Pen. Alors qu'ils auraient dû donner la chance à la femme pour voir comment elle va agir. Mais à cause de son orientation politique, on a trouvé qu'elle était ceci, on était celui-là. Donc Dieu dit d'accord, j'essaie de vous aider. Comme vous ne voulez pas écouter, vous allez rester avec votre Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Macron n'a pas fait ça? On a vu. Alors, donc aujourd'hui, je vais terminer en disant ceci. L'AES reste maître du jeu. L'AES, le président, ils savent ce qu'ils font. Le président, ils savent où ils vont. Le président sont déterminés. Et le président ne veut plus brader nos richesses naturelles aux petits blancs. Le président ne veut plus liquider nos ressources naturelles aux petits blancs. Tu es intéressé par rapport à nos ressources naturelles? Tu viens carte sur table, on te dit, voilà nos conditions. Tu acceptes, on est partenaire. Tu n'acceptes pas, Salam Fatia, prends ta route et puis il faut partir. Ça veut dire que nos ressources naturelles désormais nous appartiennent et appartiennent au peuple. Et le président a dit une chose, ce que le capitaine et le général d'ailleurs à leur niveau ont confirmé aussi. Il faut que les peuples puissent bénéficier des fruits de l'exploitation de nos ressources. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand nous allons vendre nos ressources naturelles, il faut être capable de pouvoir construire des hôpitaux dignes de ce nom. Il faut pouvoir
créer de la richesse, c'est-à-dire favoriser la création d'entreprises, créer la richesse et créer les emplois. Il faut construire des écoles dignes de ce nom. Il faut valoriser le travail avec un salaire minimal assez conséquent. C'est tout ça qui constitue les bienfaits de la vente de nos matières premières. Construire les écoles, construire des universités, construire des hôpitaux, construire des infrastructures socio-économiques. Si tu veux amorcer le développement humain à tous les niveaux. Voilà comment un peuple peut bénéficier des ressources naturelles de son pays. C'est comme ça qu'on bénéficie. Mais il ne s'agit pas de construire un pont, deux ponts, des ponts biodégradables, des goudrons biodégradables, avec une dette de près de 35 000 milliards, et de vous dire que vous avez construit un pays. Quand vous regardez la dette qui a été cumulée et les réalisations, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que le choix n'a pas été bien. Ça n'a pas été un bon choix. Alors, le président dit, il faut que nous puissions vendre nos ressources pour que les populations puissent en bénéficier. Quand on dit les populations puissent en bénéficier, c'est tout ça. C'est construire des écoles dignes de ce nom. C'est construire des infrastructures socio-économiques dignes de ce nom. C'est favoriser la création d'emplois. C'est favoriser la création de la richesse. C'est faire en sorte que nos jeunes gens, nos frères, nos parents, nos concitoyens qui sont à l'extérieur puissent revenir parce qu'ils sont allés par rapport à la recherche d'une vie meilleure. Mais s'ils se rendent compte qu'au pays, la vie sera beaucoup mieux que là-bas, ils vont tous commencer à rentrer tout de suite. À un temps record, on va se retrouver avec les 150 millions, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est important pour un marché commun. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur, là, ils sont allés chercher l'argent. Mais s'ils voient qu'au pays, les conditions sont meilleures, les opportunités sont là, mais pourquoi ils vont rester encore travailler comme esclaves chez les autres et puis ne pas venir chez eux-mêmes? C'est cette réalité. Merci pour les roses, merci infiniment du côté de TikTok, merci pour l'encouragement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. TikTok, c'est Keita Cheikh-Oumar. YouTube, c'est Keita Cheikh-Oumar. Facebook, c'est Cheikh-Oumar Keita et Keita Cheikh-Oumar. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, vous savez ce qui fait rire? Depuis toujours, Facebook a bloqué le nombre d'abonnés. Alors qu'aujourd'hui, je devais frôler les 200 ou les 300 000, voire les 400 000 abonnés. Facebook a ce qu'on appelle frozen freeze. Ils ont gelé. Donc, tu regardes la même chose, les mêmes chiffres tous les jours. Alors que je sais que chaque jour, les gens vont s'abonner. Mais ça peut se comprendre. C'est pourquoi je lance sur d'autres plateformes l'intervention que nous faisons parce que ils ont décidé, bon, puisqu'ils ne peuvent pas supprimer, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de notre audience. Ils savent que les gens viennent nous écouter. Ils ont besoin parce que s'il fait pour tout le monde, finalement, le petit Marc, il aura de sérieux problèmes. Il a fait des investissements assez importants. Donc, il sert. Mais en réalité, ça ne sert pas à grand chose parce que la force de Keita n'est pas trop dans les directs sur Facebook. C'est après que les gens vont prendre les interventions de Keita, ils vont faire les découpes, ils vont faire les montages. Et là, quand les gens mettent 1 heure, 2 heures, vous regardez le nombre de vues, vous êtes étonné, le nombre de personnes qui vont regarder. Donc, en général, quand je fais le direct, je ne mise pas trop sur Facebook, en fait. Je ne mise pas trop sur la visibilité de Facebook, mais je me dis que après d'autres personnes, pourquoi je laisse les gens faire? Sinon, je peux me plaindre. Si tu te plains, c'est fini. Celui qui fait tout de suite, ils vont le bloquer. Donc, ils vont supprimer son compte. Parce qu'il permet de toucher un grand nombre de personnes que moi, je ne peux pas. Bon. Même si cela leur permet d'avoir de l'argent, moi, je dis tant mieux. Parce que moi, mon objectif, d'abord, c'est l'information. C'est la communication. C'est de pouvoir atteindre un grand nombre. Alors, si eux, de par leur plateforme, s'ils peuvent toucher un grand nombre de personnes, pourquoi ne pas les laisser faire? C'est pourquoi je n'empêche personne de le faire. Je laisse tout le monde faire cela parce que ça permet de toucher un grand nombre de personnes. Alors, nous sommes forts au sein de l'AES. Nous resterons forts. Nous sommes déterminés. Nous avons l'engagement. Ne doutez jamais de nos présidents. Soyez certains que ce qu'ils font, c'est pour l'intérêt
du pays et pour l'intérêt de la coalition, de l'Alliance. Et nos présidents ont une idée claire et nette de ce qu'ils veulent. Ils savent où ils vont. Parce que quand vous avez des pays riches, comme le Mali, le Niger, le Burkina, regardez aujourd'hui le Burkina découvre qu'il n'a jamais été pauvre. Les résultats des, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas, bon, peut-être exploration, c'est pas exportation, je dirais exploration. Les premiers résultats sont très, très, très encourageants du côté du Burkina. Parce que Ibrahim a demandé, la même société qui est en train de faire l'exploration au niveau du Mali, c'est la même société russe qui fait les mêmes choses au Burkina. Et les premiers résultats sont spectaculaires. Alors, pendant combien de temps on est resté là, on nous a fait croire qu'on était pauvres. En réalité, c'est faux. On n'a jamais été pauvres. C'est parce qu'on ne voulait pas qu'on sache que nous sommes en train de marcher sur des milliards et des milliards. Sans le savoir, on danse sur les milliards. On joue sur les milliards. Et on ne sait même pas, et on nous dit que on est pauvre. Alors que notre sous-sol regorge de richesses énormes. Et le Burkina fait l'expérience encore de certaines cultures qui réussissent très bien au Burkina Faso. Il a fallu ces 3 présidents. Donc moi je pense que c'était le temps de Dieu. Il y a un temps pour d'autres choses. Le temps était notre nom de Dieu. Donc soyons fiers de ces présidents-là. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Ce ne sera pas facile. Hein. Je n'ai jamais dit que de Dieu roule la demain par un coup de bâton magique. Tu vois, c'est pas ce que je dis.